Bonjour à tous. Reconstruire, c'est donc le mot du jour. 5 ans pour reconstruire Notre-Dame, c'est le délai très court annoncé hier soir à la télévision par le chef de l'État. Au pied de l'autel, un gigantesque tas de gravats, des poutres calcinées et ce trou béant dans la charpente impressionnant vu du ciel. Notre-Dame de Paris, oui, sera rebâtie. Des kilomètres de poutres, 2000 mètres carrés de toiture, une flèche à fabriquer, des orgues à restaurer, sacré chantier. Le jour de l'incendie, je me rappelle ce vide que je pouvais mesurer, ce savoir-faire qui disparaissait. On est meurtri. Hein. Ensuite, on réfléchit un petit peu le lendemain et le surlendemain, et puis on avance. Il a fallu cet incendie qui a fait craindre d'être définitivement privé de ce monument pour mesurer l'attachement qu'on avait pour lui. On désirait ardemment retrouver la cathédrale qu'on avait perdue. J'ai décidé de donner un horizon court, parce que j'étais convaincu que c'est ce qui permettrait d'abord d'avoir un résultat, et ensuite de donner une espérance à l'échelle humaine. On s'est dit qu'on n'y arriverait jamais. C'était vraiment sportif. On a les savoir-faire, on a les compétences. Jamais la cathédrale n'aura resplendi à ce point. On est passé de la nuit à la lumière. Notre-Dame de Paris, c'est des métiers, des métiers, des métiers. Et ça fait tout ce dont est capable l'humanité lorsqu'elle a décidé de faire du beau. L'échafaudage de la croisée a été la chose la plus terrifiante. Une grosse bête monstrueuse, un peu comme un trou noir, enfin un truc affreux. C'était arachnéen. Il avait été admirablement conçu par Didier Cuiset. Il était en train d'être installé pour refaire la couverture de la flèche. À l'époque, on était au-dessus de la croisée, donc au moment de l'incendie, on devait être à 44 ou 45 mètres, quoi. Donc en gros, il nous restait un peu plus de 50 mètres à monter, quoi. On était le bon bout. Je lui ai dit, cet échafaudage, il doit reposer uniquement sur 4 coins. Mais jamais sur la charpente, jamais sur la couverture et jamais sur la flèche. Donc tu te débrouilles, il faut que ça me fasse un carré qui monte là-haut, sans autre appui qu'aux 4 coins. Et il a réussi cet exploit fou. La conception de cet échafaudage a sauvé la cathédrale parce que si il était appuyé sur la flèche ou la charpente, la flèche et la charpente s'effondrant auraient entraîné avec elle tout l'échafaudage. Et là, heureusement, en fait, la charpente, elle a fait fouf et l'échafaudage est resté au milieu. Il était très fragilisé, il avait été fondu
par la partie sommitale de la flèche qui était tombée sur la nef. Il avait chauffé. Il y avait beaucoup de barres qui étaient plus ou moins soudées par le feu de l'incendie. Aux montants verticaux, plutôt que d'être comme ça, ils sont comme ça, ils ont plié, ils ont cassé. Il ne faut pas oublier que la flèche a brûlé jusqu'à 3-4 heures du matin. Il y a eu des températures jusqu'à 900, 1000, peut-être ponctuellement 1100 degrés. Il en a pris le bébé, hein. Entre l'incendie, une tempête où on voyait des arbres qui se couchaient à Paris. Il en a quand même pris un paquet, quoi. On ne savait pas, il aurait peut-être pu tomber, quoi. Il aurait peut-être pu tomber. Mais il est resté. Et une menace. Tiendra, tiendra pas. Et donc, après, il faut agir, quoi. Édifiée dans la deuxième moitié du XIIe siècle, Notre-Dame de Paris est achevée au début du XIVe. Il faudra attendre les années 1840 pour qu'un homme au génie audacieux, digne héritier des bâtisseurs du Moyen-Âge, procède à sa profonde restauration. 20 ans durant, Eugène Viollet-le-Duc rebâtit Notre-Dame telle que les bâtisseurs d'aujourd'hui en ont hérité. C'est une cathédrale qui a été un formidable laboratoire dans la construction des voûtes, dans celle des charpentes, dans ses élévations. C'est une cathédrale de l'invention du gothique aussi. Ce caractère à la fois d'invention, de laboratoire, c'est la justification majeure pour la reconstruction à l'identique. C'est-à-dire qu'il fallait retrouver la flèche de Viollet-le-Duc, il fallait retrouver la toiture de l'époque de Viollet-le-Duc, retrouver la charpente médiévale, retrouver les voûtes, retrouver les décors, retrouver tout ce qu'on avait perdu. Notre-Dame est tellement marquée par Viollet-le-Duc que là, finalement, on en vient à restaurer le restaurateur. Eugène Viollet-le-Duc était précurseur dans la restauration des monuments historiques et c'était aussi un artiste complet. Il est allé très loin parce qu'il avait une vision idéale de la cathédrale. Les sculptures qui se trouvaient au pied de la flèche, en gradin, qui montent jusqu'à la souche, on les appelle les miraculées parce qu'elles ont été enlevées le jeudi pour être restaurées, donc elles sont parties à Périgueux. Et le lundi, toute la flèche disparaît. L'une des plus célèbres, c'est la statue qui représente saint Thomas, parce qu'on lui a donné les traits de Viollet-le-Duc. Et c'est la seule qui est tournée vers la flèche, qui regarde en haut, là, comme ça, et qui contemple son œuvre, qui se pose des questions, qui se dit « je pouvais pas faire mieux ». Les statues ont été toutes démontées, ouvertes. La structure intérieure avait rouillé et par endroits, certains éléments avaient même complètement disparu. Donc la structure, selon son état, elle a été restaurée, elle a été complétée. Ensuite, elles ont été entièrement décapées. Cette fameuse statue qui représente Viollet-le-Duc, elle a le même corps qu'une autre statue, sauf qu'il n'a pas les mêmes bras, ils ne sont pas dans la même position, mais c'est exactement le même vêtement, le même déhanché. Plusieurs apôtres ont les mêmes mains. Enfin voilà, c'est ce genre de choses interchangeables, mais ça ne se voit pas. Et donc ça, c'est la technique du 19e siècle qui est mise en œuvre. Et ces statues sont symboliquement très émouvantes parce que, à l'heure où je vous parle, elles ne savent pas, si elles avaient une âme, que la flèche n'existe plus. Et la chose qui me fait sourire, c'est que quand on va replacer la statue de Viollet-le-Duc au pied de sa flèche, il va avoir un choc parce qu'il lui va sûrement s'apercevoir que c'est pas la même. Le monument était très sévèrement blessé.
Mais des œuvres d'art magistrales de la cathédrale n'avaient pas été touchées, dans le chœur et les chapelles notamment. Philippe Villeneuve avait dans l'idée qu'on puisse développer un premier chantier autour de la zone qui avait été très atteinte structurellement. Et donc il m'a demandé de m'occuper d'études et de chantiers tests pour la restauration des intérieurs. Et c'est ce qu'on a appelé les chapelles tests. La cathédrale abrite 24 chapelles, des lieux consacrés à la prière, situés sur les côtés de la nef et du chœur. Chaque chapelle est attribuée à un saint. Donc il y a 3 cases qui représentent les étapes importantes de la vie du saint qui est attribuée à la chapelle en question. Elles sont souvent serties de noir, c'est plutôt presque dans un style de bande dessinée. La plupart ont été commandées auprès de Viollet-le-Duc. Il a fait des planches pour chaque chapelle, avec les motifs, avec la gamme colorée, avec la partie figurée s'il y avait des parties figurées. Les architectes ont choisi 2 chapelles, une chapelle avec décor et une chapelle sans décor. Et aussi l'idée était d'établir un protocole qui serait appliqué à toutes les chapelles pour qu'il y ait une homogénéité de travail, une homogénéité de rendu sur toute la cathédrale. Les chapelles Saint-Ferdinand et Notre-Dame de Guadalupe sont mises sous cloche afin de les isoler des poussières du chantier. La présence de plomb dans la cathédrale et sur le chantier est une donnée que nous avons prise complètement à bras-le-corps. Il s'agit de l'affronter en prenant les dispositions qui sont à prendre. Et les dispositions, elles sont d'une part d'assurer la protection des compagnons et des travailleurs, mais aussi des dispositions qui garantissent que le plomb présent sur le chantier ne va pas représenter un risque pour les riverains. Lorsqu'on a dû commencer à restaurer la première chapelle test, on avait vraiment l'impression d'avoir une tenue de cosmonaute, d'aller sur la Lune, quasiment. On a l'impression d'être assez isolé dans sa bulle. On a des visières, donc c'est pas très agréable de ne pas voir directement les choses. Lorsque les décors sont soulevés, pour permettre justement qu'on puisse au maximum conserver l'original, on va venir, à l'aide d'une seringue, injecter un adhésif synthétique. Et ensuite, on a une petite spatule qui va nous aider à replaquer au fur et à mesure les écailles sur le mur pour tenter d'avoir aucune perte. S'il y a des manques importants, on va remettre à niveau le manque, donc le combler par un enduit qui va être à niveau de l'enduit original. Ces chapelles étaient très dégradées, le passage du temps avait fait son œuvre. On en restaurait une tous les 10 ans, ce qui fait que ces restaurations avaient tendance à vieillir différemment en fait. Cet incendie va permettre de les restaurer vraiment tout ensemble, de concert. Elles vont vieillir ensemble. L'orgue de Notre-Dame de Paris est connu dans le monde entier. Il est joué par des organistes qui viennent du monde entier et y donner des concerts, qui viennent parfois accompagner la liturgie. L'orgue a une place très forte dans l'architecture de la cathédrale. Quand on est à l'intérieur de la cathédrale, il remplit l'ensemble de cette façade. Un orgue comme Notre-Dame, c'est un immeuble avec un rez-de-chaussée et 3 étages au-dessus.
n'avait pas souffert de la chaleur, il n'avait pas souffert de l'eau, mais en revanche, il était plein d'une poussière jaune-verte. Il s'agissait de monoxyde de plomb. C'est une poussière qui ne met pas l'instrument en péril, mais qui est dangereux pour la santé humaine. Il a passé une année entière quasiment à l'extérieur, puisqu'il y avait quand même 2 trous béants dans la voûte, et les parties en bois ont quand même relativement souffert. Dans un premier temps, on imaginait qu'on allait pouvoir restaurer l'instrument sur site. Et puis, on s'est rendu compte que dans ce gigantesque chantier, il serait très difficile d'avoir des espaces libres. Et donc, il a été assez rapidement décidé de restaurer tous ces éléments, de les nettoyer dans des ateliers loin de la cathédrale. On s'est retrouvé donc à devoir sortir de l'instrument dans plus de 8000 tuyaux. Et donc là, c'était une première de devoir transporter tout ça. Il faut quand même savoir que les tuyaux sont assez fragiles, hein, ça peut être du métal. En réalité, ils sont faits d'alliages de plomb et d'étain, qui sont des métaux assez mous. Il suffit d'appuyer avec le pouce sur la paroi de métal et ça provoque une bosse. Un orgue démonté, c'est un petit peu comme un gigantesque puzzle avec des milliers et des milliers de pièces différentes. Et pour ne pas se mélanger, on les descend par jeu, par série de tuyaux. Ces tuyaux-là, ils sont rangés les uns après les autres, parfaitement identifiés. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Nous avons retiré à peu près 98% des tuyaux de l'instrument. Les grands tuyaux de façade, qui sont en étain presque pur, sont très fragiles, donc il a été décidé de les laisser en place. La charpente de Notre-Dame, elle a été bâtie une fois au XIIIe siècle. Elle a tenu 860 ans sans aucune restauration. Sa structure n'a jamais été mise en défaut. Qu'est-ce que vous allez être plus intelligent dans votre 21e siècle prétentieux alors qu'on a un matériau qui a tenu 860 ans? Eh bien, sur le plan du bilan carbone, qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Prenez le bois. La charpente de la cathédrale est réalisée en chêne. Ce bois provient des forêts françaises privées, mais aussi publiques, gérées par l'Office national des forêts. 1200 arbres sont nécessaires pour rebâtir la flèche, le transept et ses croisées adjacentes. 1200 autres chênes servent à la reconstruction de la nef et du chœur. À Notre-Dame, on a besoin de fûts très réguliers, très droits, très longs. Et très fin, notamment pour la charpente médiévale. Il est trop court? Il est annoncé à 27 mètres, mais il est peut-être un petit peu tort. Dans les forêts, il y a des arbres qui, naturellement, vont pousser plus vite que d'autres. Et on dit que ces sujets-là sont dominants, parce qu'en fait, ils poussent plus vite, et donc en fait, ils prennent la lumière des autres. Et les sujets dominés, en fait, ils vont passer leur temps à aller chercher la lumière pour passer en fait au travers du sujet dominant. Donc souvent, le sujet dominant, c'est un très bel arbre, très gros, mais lui, par contre, il a souvent un haut-pied plus important avec des grosses branches. Et ça, paradoxalement, c'est pas forcément celui qui va nous intéresser en charpente. C'est plutôt souvent, parfois, c'est un sujet dominé qui vont plutôt aller très très vite vers la lumière pour aller chercher justement à dépasser le sujet dominant. Ouais. 95. Ouais. Là, celui-là, à mon avis, il fait l'affaire. Hein. La grande diagonale, c'est des 22 mètres 30. Dans la petite diagonale, ça se trouve, ça pourrait passer. Donc, on peut le mettre en réserve. Pour les plus belles pièces, on les a choisies avec des jumelles pour vraiment déceler, lire les corps jusqu'en haut, parce qu'il nous fallait des bois de 13, 14, 15 mètres de long. En fait, on est obligé de l'analyser sur toute la périphérie. Donc, sur l'écorce, on est obligé de déceler toutes les blessures, les nœuds qui se sont refermés. Donc ça, on peut le voir que s'il est debout, parce que s'il est par terre, il y a une face qu'on ne va pas voir. S'il est au sol, il va épouser la forme du sol, donc on ne va pas voir s'il est droit. Donc ça a été une recherche de 4 mois et demi.
choix du bois dès la forêt, c'est un des éléments qui va garantir en fait la pérennité de l'ouvrage dans le temps très long. Et on a été extrêmement rigoureux, drastique, pour pas dire franchement pénible, sur le choix des bois. Cet échafaudage, c'était une sorte d'ectoplasme, de grosses machines qui transféraient des charges, on ne savait pas comment. Et en fait, le problème, c'est que quand on coupait une barre d'échafaudage, ça libérait des tensions et ça pouvait être assez dangereux. Vous avez un échafaudage qui est droit comme ça à la base et puis qui fait ça, donc quand il fait ça, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut s'écarter en bas, donc il veut s'éclater. S'il s'éclate, il va éclater les murs avec. Comment on allait procéder sur la dépose de cet échafaudage? Parce que tout ça, il faut le réfléchir aussi et tout. On a fait des synthèses. Il a fallu regarder qu'est-ce qui avait brûlé le plus, qu'est-ce qui était le plus chaud, comment l'acier a pris la chaleur. Il faut tout calculer, il faut réaliser les choses. Et puis donc après, il fallait s'organiser. Finalement, à travers les discussions entre architectes, ingénieurs, entreprises d'échafaudage, l'idée, ça a été de cercler cet échafaudage, de le cercler avec des grandes poutres à 3 niveaux. Ces grandes poutres assurant le maintien de ces contraintes qui pouvaient se relâcher quand on coupait les barres. À chaque fois, on est descendu d'étage en étage. Quand on a réglé un premier étage de l'échafaudage, on a déposé les poutres, on a continué au-dessous et puis on a fini par le démonter. Vous n'imaginez pas l'esprit de fête, de soulagement, d'affection, de joie qu'on a tous eu quand on a déposé la dernière platine qui servait d'appui à cet échafaudage. Ça nous libérait d'une menace. Parce qu'après, tout le reste était sous contrôle. Le dernier bloc voulait dire, voilà, on a démonté cet échafaudage. C'était vraiment quelque chose de On n'a pas eu de pépins là-dessus, on n'a pas eu de blessés, on a préservé Notre-Dame. Là, c'est une grande respiration, c'est un grand ouf de plaisir, ça a été une grande fête après, voilà. Mais ça dure une journée, stop. Après, vous avez tout de suite dans la tête, ah, attention, ça va repartir, maintenant c'est la reconstruction, c'est voilà. Donc, c'est quelque chose aussi, on va dire que c'était un plaisir et un moment de bonheur éphémère aussi, comme l'échafaudage. Lorsqu'on a pu déposer cet échafaudage, c'était fin 2020, on a senti que vraiment la cathédrale était sauvée et qu'on s'engageait vers autre chose qui était tout ce qui préparait son relèvement. Notre métier, c'est de restaurer et conserver la pierre. À chaque pierre, on doit faire une analyse et voir la meilleure façon de restaurer la pierre pour faire le moins de dégâts possibles et de redonner cet éclat qu'il avait quand il était sain. Le latex, c'est une pellicule pour nettoyer. La surface, on a utilisé une machine pour étaler et se projette simplement sur les murs. Et on attend 24 heures minimum qu'il sèche et simplement on tire. C'est comme un pâte élastique qui retire avec elle toute la saleté qui était sur les murs.
le nettoyage approfondi des parements de la cathédrale révèle des vestiges de peinture insoupçonnés. Ce sont des restes de décors éphémères de cérémonies de la première moitié du XIXe siècle. On a eu des mariages d'enfants droits, des baptêmes, et donc des tribunes provisoires étaient montées pour faire entrer tout le public, et on peignait directement les décors sur la pierre et non pas sur des éléments rapportés. Un vitrail, c'est avant tout une paroi lumineuse sur laquelle on a toute la représentation biblique, c'est un peu la BD de nos ancêtres. Et c'était fait pour provoquer un certain émerveillement et pour raconter quelque chose, mais surtout pour dire que le Dieu des chrétiens est lumière. Les vitraux étaient dans un état de conservation pas du tout catastrophique, dans la mesure où les pompiers n'avaient pas arrosé directement les vitraux avec la chaleur, donc il n'y avait pas eu de choc thermique, il n'y a pas eu d'explosion. On a été tous étonnés de ne pas voir de casse de feu, de ne pas voir de plomb fondu, de les voir en place et costauds. Donc très peu de dégâts dus à l'incendie, mais vraiment plutôt des conséquences comme des dépôts de suie. Et surtout, ces vitraux, ça faisait plus de 100 ans, presque 150 ans, qu'ils n'avaient pas été restaurés. Donc, ils avaient vraiment la fatigue du temps accentuée par l'incendie. Pour déposer un vitrail, il faut surtout prendre son temps. C'est hyper stressant. Franchement, je trouve que c'est le plus stressant de tout l'aspect du métier. Parce que c'est vraiment le moment où on a la vraie préciosité du verre. On retire la serrurerie qui tient le vitrail, donc les clavettes, les pannetons, les feuillards. Tout est une question de dans quelle orientation je mets la lame de mon couteau, à quelle vitesse je tape. Et le but de la dépose, c'est vraiment de se dire je prends mon vitrail dans l'église, je le ramène à l'atelier, mais sans casse. Il fallait déposer 24 baies, les restaurer à la perfection et les reposer à la perfection en moins d'1 an. À Notre-Dame, les vitraux, c'est vraiment du verre teinté dans la masse, peint en grisaille, avec du plomb autour qui sertit les verres entre eux. Il faut bien différencier le verre support et la couche picturale, donc le dessin, qui elle est peinte en grisaille et cuite. Ça va tamiser la lumière différemment, comme une ombre chinoise. La restauration a pour but de redonner à lire, à voir le vitrail. Donc il n'y a pas de technique privilégiée, ça va dépendre de chaque projet. On va établir tout un protocole de nettoyage, c'est-à-dire qu'on va faire différents tests pour pouvoir voir jusqu'où on va, ce qu'on a retiré, la nature des solvants qu'on va mettre en pratique. Une fois les vitraux nettoyés, là on va pouvoir se concentrer plus sur les opérations qu'on appelle mécaniques, c'est-à-dire les collages de verre. On va sortir juste les verres qui sont fracturés ou les zones de plomb qui sont endommagées.
Quand on a un manque, il va venir découper un morceau de verre, si possible de la bonne teinte, avec la bonne intensité et la bonne texture. Et ensuite, on va pouvoir venir le retravailler en peinture. J'aime imaginer l'artiste qui est intervenu, la façon dont il a posé son regard sur l'œuvre, la façon dont il a posé son trait à cet endroit-là, etc. Donc c'est vraiment moi ce qui m'attire avant tout. Parfois on est le 4e, la 5e personne à toucher, à restaurer, à intervenir sur ces vitraux. Donc on s'inscrit comme ça dans une lignée et on a envie de comprendre ce qu'a fait le restaurateur juste avant nous. Donc on observe beaucoup pour lier l'intelligence et la main. Le vitrail, c'est vraiment à la croisée et de la science, et de l'histoire de l'art, et du geste, et de la spiritualité. Quand on restaure un vitrail, on lui allonge sa vie. Il est ressuscité, quoi. Il peut repartir pour encore des centaines d'années, continuer à transmettre l'amour de Dieu. Je suis en mode hyper catho aujourd'hui, c'est ouf. Et pour les amoureux du patrimoine, c'est avant tout une œuvre qui est essentielle à transmettre aux générations futures, parce que ça fait partie de notre histoire commune. Des filets de sécurité préservent les artisans d'éventuelles chutes de débris consécutives à l'incendie. Lorsque l'incendie est survenu en 2019, toutes les fermes médiévales se sont couchées les unes après les autres et ont continué de se consumer donc au-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'étaient faites les voûtes médiévales, c'était un pare-feu. Ça a parfaitement fonctionné, mais on ne savait pas du tout si les voûtes pouvaient s'effondrer. Donc interdiction absolue de ma part à toute personne de passer sous les grandes voûtes du chœur, de la nef et du transept. Mais il fallait pourtant bien réussir à faire ce diagnostic, donc le seul moyen c'était de passer par le dessus. On a disposé des grosses poutres de mur à mur de la cathédrale pour pouvoir ausculter les voûtes, répertorier les pièces de bois, enfin faire déjà un premier travail d'inventaire. En fait, on a besoin de nous quand il y a des contraintes, quand il faut accéder à des endroits où il n'est pas possible de le faire avec des moyens traditionnels. Et là, sur un chantier comme ça, les cordistes, c'est là où on se prête le mieux, c'est-à-dire qu'on intervient rapidement, on intervient avec des moyens légers pour faire en sorte d'être les yeux et les mains de tout le monde sur l'opération. Dans les reins des voûtes, il y avait des quantités de plomb fondu. Donc en fait, ça venait rajouter du poids. Il a fallu l'enlever de ce plomb pour pas qu'en fait, elle puisse encore une fois s'effondrer. La première chose, ça a été en fait d'évacuer tous les vestiges qu'il y avait sur les voûtes. En fait, on était quand même un espèce de terrain de fouille archéologique géant sur lequel on n'a pas le droit de mettre les pieds. Il a fallu qu'on numérote un par un chacun des bois, un par un chacun des aciers. Et là, pour le coup, en fait, il fallait qu'on soit extrêmement minutieux pour sortir chaque pièce et la numéroter. Quand on voit les images de la flèche qui bascule dans les flammes, on ne voit pas la partie supérieure de la flèche qui, elle, est venue s'encastrer sur les voûtes. Et donc toute cette partie-là est restée bloquée, encastrée dans les maçonneries. Et puis ensuite, dans la flèche, il y avait un carillon. Il y avait 6 cloches. Et donc, on a retrouvé des carcasses de ces cloches, dont l'une était fondue, tordue et fêlée. Donc, on a extrait, évidemment, de ces éléments-là.
C'est des moments très émouvants pour les équipes, parce qu'ils savaient qu'ils avaient entre les mains, en tout cas, des choses qui avaient traversé l'histoire, traversé des centaines d'années, et qu'il y avait des gens avant eux qui l'avaient posé. Une fois que la place a été nette, on a pu, nous les architectes, faire le diagnostic structurel des voûtes. Et on a pu en même temps intervenir par le dessus pour sécuriser les voûtes. Et là, on a bordé toutes les lèvres des trous par de la filasse, du plâtre et des aiguilles de fibre de verre pour que les restes des voûtins partiellement détruits par la chute des charpentes ne s'effondrent pas. Les voûtes, c'est un élément central de la cathédrale, et c'est d'ailleurs à cet endroit-là que la trace des premiers cordis est apparue. En fait, au moment de la construction de la cathédrale, ils intervenaient avec des cordes suspendues dans des sacs en cuir pour construire les voûtes. Et donc, nous, quand on est intervenu pour les sécuriser, il y avait une logique de transmission du savoir qui est assez incroyable. Et d'ailleurs, ce chantier, c'est le chantier de la transmission par excellence. Dès l'instant qu'on peut s'approcher des voûtes, Philippe Villeneuve détermine le besoin de mettre sous cintre ces voûtes. Donc la mise sous cintre, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une répétition du système constructif qui avait été mis en œuvre à l'époque de la construction de la cathédrale. C'est un étaiement en bois qui permettait de construire la voûte, et quand on déposait, qui permettait de mettre en pression la voûte. Là, on est un petit peu dans le sens inverse. La difficulté, c'est qu'il faut venir les mettre en tension, les mettre vraiment en contact, donc sans exercer de pression trop forte. Chaque cintre de voûte est complètement unique, donc doit vraiment épouser chaque voûte et chaque déformation. Donc à chaque fois, c'est des pièces de bois façonnées de manière différente pour être le plus efficace, le plus rationnel dans la construction. Afin de prévenir tout risque d'inondation dans la cathédrale, au-dessus des voûtes effondrées de la croisée du transept, des rails et une gigantesque couverture provisoire sont posés. Ce grand parapluie coulissant préservera Notre-Dame des intempéries. La fin de la sécurisation jusqu'à l'été 2021 a été en fait la préparation de la cathédrale pour qu'elle soit prête à accueillir en sécurité les plus de 2000 compagnons et artisans d'art qui allaient travailler ensuite pendant 3 ans pour préparer la réouverture. Le chantier était plus grand que nous tous. Mais la clé est de ne jamais laisser de place au doute, d'avoir de bons chefs et agir ensemble. On a abattu environ 2000-2500 arbres pour reconstruire la charpente de Notre-Dame. C'est un chiffre qui peut paraître important, mais c'est un chiffre en fait qui est faible quand on le compare au volume de bois qui sont abattus dans les forêts en France chaque année. De mémoire, je crois que Notre-Dame, c'est quelque chose comme 0,3% des exportations de chêne en France annuelles. Donc c'est rien, c'est très peu. Ça correspond à quelques terrains de football. La plupart des bois qu'on a prélevés, ce sont des bois qui, de toute façon, auraient été abattus dans l'année ou dans les 2 années qui allaient suivre. On n'a jamais imaginé qu'on allait manquer de bois parce qu'en fait, on a des futaies de chêne qui sont tellement importantes en France qu'on savait qu'on avait la ressource. La difficulté, c'est est-ce qu'on aurait les bois à temps et est-ce qu'on pourrait les abattre à temps. Parce qu'en fait, les périodes d'abattage, elles sont très courtes. En plus, là, pour la nef et pour le chœur, par exemple, on a des charpentiers qui ont poussé l'exercice vraiment dans les règles de l'art, mais alors jusqu'au bout du bout. C'est-à-dire que quand on veut utiliser du bois en charpente, normalement, on l'abat l'hiver, en période de sève basse, parce que l'arbre est en dormance, et c'est là qu'en fait, il y a le moins de sève et donc le moins de sucre dans le bois. Et donc, c'est là qu'il y a le moins de risque
d'attaque par les champignons et par les insectes. Parce que les insectes et les champignons vont chercher le sucre en fait. Il fallait qu'on abatte les bois en période hivernale. Et en plus, pour un effet pour le cœur, les charpentiers ont insisté pour abattre en lune noire. Alors lune noire, c'est quoi? C'est le moment où il n'y a pas de lune dans le ciel. Et ça, c'est étonnant parce que c'est quelque chose qui est décrit depuis l'Antiquité. Hein. Les bois abattus en lune noire sont imputrescibles, indestructibles, c'est les meilleurs bois. Sauf qu'en fait, vous avez une lune à peu près par mois, sensiblement. Donc vous avez un hiver qui dure 3-4 mois, donc vous avez 3 à 4 lunes, donc 3 à 4 jours pour abattre. Alors les charpentiers, dans leur grande mansuétude, ont été très gentils, ils ont dit qu'on peut abattre la journée d'avant, la journée de lune noire, la journée d'après. Donc il y en avait 3 jours à chaque fois, donc ça fait à peu près 12 jours dans l'année pour abattre les bois au bon moment, dans le bon timing. Les décors peints des 22 autres chapelles sont maintenant restitués, en suivant les mêmes protocoles de restauration. Dans les chapelles de Notre-Dame, il va y avoir un des murs qui va être figuratif et les autres murs, eux, vont avoir des motifs qui vont être plus décoratifs. On a quand même restauré beaucoup de chapelles, il n'y en a pas 2 pareilles. Il n'y a pas 2 décors pareils, même si on a l'impression qu'ils se ressemblent quand on est dessus, c'est différent. La restauration des chapelles a révélé la richesse des motifs ornementaux qui est tout à fait exceptionnel et aussi un assemblage de couleurs que l'on n'aurait jamais osé faire. Quand on commence à nettoyer, alors on voit par exemple sur la voûte, il y avait la couleur qui devait mettre qui était marquée au crayon. Donc il y avait jaune, couleur blanc cassé, vert, bleu. Donc ça c'est des choses qu'on découvre. La technique de Viollet-le-Duc, c'est un enduit de plâtre, des peintures à l'huile sur un enduit de plâtre. On a l'enduit blanc. Ensuite, on met un premier ton, que moi j'appelle le ton de base. Si on a de la chance, en une couche, on arrive à avoir le même ton que l'original. Et sinon, on fait des superpositions pour arriver à obtenir le ton de l'original. Notre travail doit être lisible et stable à la lumière. Tous nos matériaux sont réversibles. Donc par exemple, les peintures de Viollet-le-Duc, ce sont des peintures à l'huile et nous, on n'utilise pas des peintures à l'huile pour faire la restauration. On utilise des peintures à l'eau pour qu'on puisse retirer notre travail sans abîmer l'original. Notre métier, c'est presque de nous effacer, entre guillemets, pour laisser place au décor et à l'artiste et surtout à ce qu'il a voulu représenter comme message. On est là pour retrouver l'intégrité du décor original, l'idée originale de l'artiste. Eugène Viollet-le-Duc avait imaginé les décors des chapelles et des vitraux de la cathédrale dans leur intégralité. Ces ornementations devaient s'accorder pour mieux se répondre. Quand on dit échafaudage, tout le monde se dit échafaudage c'est quoi? Des tréteaux, 3 planches, 2 madriers, un aglo? Non, c'est pas du tout ça. L'échafaudage et échafaudeur, c'est un métier. Il faut le dessiner, il faut faire des notes de calcul, après il faut l'établir, il faut des monteurs, des aides-monteurs, des chefs d'équipe, des chefs de chantier. On doit gérer la pose, la structure, toutes ces choses-là, mais on doit gérer aussi les demandes et les besoins de chaque corps d'État, quoi. On doit travailler pour le sculpteur, pour le pierreux, pour le couvreur, pour le charpentier. Chacun a ses besoins. Donc en fait, on réadapte tout le temps pour les corps d'État puissent être le plus à l'aise possible et surtout les mettre en sécurité. Vous rentrez dans la cathédrale, en dessous, c'est un gruyère. On avait plus de 100 tonnes de matériel qui était posé que vous ne voyez pas, qui était en dessous, qui étayait la dalle de la cathédrale pour qu'on puisse reposer au-dessus. C'est l'échafaudage qu'on reposait au-dessus, qui était triplé, qui était maillé tous les mètres.
Et à un moment donné, on s'est retrouvé avec plus de 3000 tonnes de matériel monté en place. On a eu la flèche après qui en représentait pratiquement 700, les versants de couverture 400, plus les bouts d'échafaudage entre guillemets à droite à gauche. Je vous dis j'en prends 3700, j'en prends 4000, j'en prends 5000. Et à un moment donné, vous êtes avec 5000 tonnes. Ces 5000 tonnes d'échafaudage, il ne faut pas oublier une chose. Vous les avez posées, il faut les déposer. Donc vous vous retrouvez sur un chantier en fait, que quand il sera fini, vous vous dites, en fait, on a manipulé 15 à 16 000 tonnes de matériel, quoi. Enfin, il faut s'en rendre compte, quoi. Après, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris, donc forcément, c'est hors norme. C'est hors norme par les quantités de matériel, c'est hors norme par le nombre de compagnons sur le chantier. C'est hors norme par le nombre de réunions, c'est hors norme par rapport aux contraintes du site. Donc en fait, tout est hors norme dans ce chantier. Donc c'est pour ça qu'il vous faut des personnes hors normes pour faire ça. Voilà. Et, un échafaudeur, des fois, il doit être hors norme aussi. Il a été nécessaire de déposer les 8 cloches de la tour nord, puisque pendant l'incendie, le feu a gagné la tour nord. Donc on n'allait pas garder ces choses-là très lourdes, alors qu'on devait intervenir sur la charpente. Fondues en 2013 à l'occasion des 850 ans de la cathédrale, les cloches sont en bon état. Seules 2 d'entre elles ont souffert de la chaleur lors de l'incendie et seront donc restaurées. Doucement, Étienne, doucement. Ça passe, hein? Hop! Vas-y! Les cloches pèsent de 780 kg à 4 tonnes. Selon la tradition, elles sont considérées comme des personnes. Elles ont pour nom de baptême Marie, Gabrielle, Anne-Geneviève, Denis, Marcel, Benoît-Joseph, Maurice et Jean-Marie. Dans une fonderie traditionnelle, qui a gardé les savoir-faire du Moyen-Âge, les cloches de Notre-Dame s'offrent un bain de jouvence. Tels de fins limiers, les campanistes traquent le moindre éclatement de métal et auscultent les points de frappe. Ces artisans aux talents multiples sont mécaniciens, fondeurs ou charpentiers, notamment quand il s'agit de refaçonner les structures de bois qui soutiendront ces cloches. Des artistes aux mains expertes les ont façonnées en mêlant le cuivre et l'étain pour mieux faire résonner leur voix d'airain. En 2013-2014, avec Cédric Transou, on a fait le relevé des charpentes gothiques de Notre-Dame de Paris. On s'est rendu compte qu'on avait des plans de détail très parcellaires, avec des tout petits morceaux de charpente qui étaient relevés et des plans généraux qui étaient très peu précis. Donc nous, on a proposé de faire un relevé exhaustif des charpentes Neffecker, où en fait on a dessiné tout ce qu'on voyait. Et donc, on a la connaissance des ouvrages disparus. On a des très belles forêts de chênes. On a le savoir-faire. En France, on a la chance d'avoir des charpentiers avec un niveau de maîtrise de leur art qui est extraordinaire. Et donc, on a tout pour pouvoir refaire à l'identique. Vous connaissez les sections, vous connaissez les emplacements, les assemblages. C'est comme ça qu'on a pu restaurer la cathédrale du chœur et de la nef avec des détails vraiment au centimètre près. Et dans la forme qui a été faite à l'identique, il y a aussi le travail qui a été fait aussi à l'identique, donc comme au XIIe, comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire équarrir à la hache.
La charpente médiévale, elle était taillée à la hache. Ça permettait au bois de conserver la fibre dans sa longueur. Autrement dit, il n'y avait pas de rupture dans la structure même du bois. C'est un gage de qualité pour la charpente. Dans le temps, l'arbre ne va pas se déformer, la poutre ne va pas se déformer. L'équarrissage, ça a vraiment été une nouveauté pour moi et puis pour beaucoup d'entre nous. On a été formés, on a fait des formations en forêt en fait, avant d'attaquer vraiment l'équarrissage avec les vraies billes, les vrais grumes de Notre-Dame. Bon là, les futures chênes, il y en a un tous les 15 cm, c'est très riche. C'est l'avenir de ceux qui sont au-dessus de nous, quoi. Ils attendent leur tour. Ouais. Voilà. De taper à la hache sur un morceau de bois, au début ça fait un peu primitif. Et ensuite on se rend compte que les anciens en fait ils avaient une réflexion sur le travail du bois. On comprend des trucs qu'on n'aurait jamais pu comprendre si on l'avait fait d'une autre manière. Au 19e, 20e et plus les deux guerres qui sont passées en France nous ont fait perdre beaucoup de savoir-faire en reconstruction en tout cas. Et donc passer par ces savoir-faire et se réapproprier ces savoir-faire, c'est se réapproprier notre métier de charpentier. C'est fantastique. Des fois on a trouvé le chêne, il est beau, l'écorce est belle, mais derrière il y a aussi la surprise, c'est comme une peau, hein, on a nos cicatrices. Quand on enlève l'écorce, quand on commence à entailler le morceau de bois, c'est là où on va vraiment voir ce qu'il a à l'intérieur de lui. Il n'a pas eu des années dures où il y a eu des gelures. Le bois, c'est vivant. D'ailleurs, si on ne le respecte pas, il va nous faire vite comprendre que ça va être plus dur pour nous si on va à contre-fil. Même mort, le chêne vous dit encore « tu feras pas sans moi, tu feras pas sans ma puissance ». Et donc cette charpente, elle n'est pas faite contre les chênes, elle est faite avec la puissance du chêne. C'est le premier chantier où l'équarrissage reprend vraiment une valeur et restitue aussi l'identité des charpentiers qui ont construit cette charpente. J'aime bien la forme. Mais t'as vu, en plus, ça c'est vraiment pour rajouter de l'équilibre et de l'inertie à cet endroit-là. Ouais. Parce qu'après, elle est fine. Hein. Le chirurgien a son scalpel, les charpentiers bois vert ont leur doloir, ont leur hache. Sur ce manche-là, il y a l'histoire du charpentier équarrisseur. Il y a la sève du bois, il y a toute la sueur et puis il y a du sang aussi sur le manche de la hache. Notre-Dame, c'est un chantier test. Il y avait déjà plusieurs types de haches qui avaient été utilisées à l'époque, donc il a fallu faire plein d'essais et trouver les haches qui pouvaient correspondre en les forgeant. Et à partir de là, dès qu'on avait trouvé les bons prototypes, on a fait en série plusieurs types de doloirs, donc des débutants, des intermédiaires, des experts. C'est ultra précis et c'est ce qui fait la finition de l'équarrissage main sur Notre-Dame. C'est une feuille de cigarette en fait qu'on vient couper sur l'arbre. Ça fait des petites vagues en fait. Ça fait une énergie en fait dans la charpente, c'est vibrant en fait. Enfin, c'est pas lisse, c'est spécial. L'humain transparaît directement sur la matière. En fait, on voit le geste, du compagnon, de la personne qui a équarri. Et on voit si cette personne, elle est plus ou moins expérimentée, si elle était plus ou moins fatiguée, si le bois était plus ou moins dur, etc. Et ça, c'est extraordinaire. On amène une touche humaine dans ce monument qui est incroyable, de la même manière que chaque tailleur de pierre laisse son identité par son coup de ciseau sur les pierres de Notre-Dame. Ce qui est vraiment exceptionnel avec ça, c'est qu'on peut se promener dans la charpente et dire quel charpentier a taillé telle poutre. C'est des métiers de la main et les métiers qu'on redécouvre qui sont extrêmement satisfaisants. Et il fallait tous les jours mettre le fer contre le bois, faire du bel ouvrage, sortir une belle poutre.
Notre-Dame, c'est un objet patrimonial qui est tellement important qu'on ne peut évidemment pas faire comme si rien ne s'était passé. Ça veut dire que quand on a proposé de reconstruire à l'identique en bois, établissement public, on a proposé en parallèle un projet de sécurité incendie qui soit le plus optimal possible avec les technologies qu'on connaît aujourd'hui. Là aujourd'hui on a créé ce qu'on appelle des travées coupe-feu, donc c'est 2 murs parallèles qui sont dans la nef et 2 murs parallèles qui sont dans le chœur pour stopper un incendie ou en tout cas le freiner significativement avant qu'il puisse passer à la zone suivante. C'est toute une panoplie qui est mise en place, des caméras thermiques, un système de brumisation qui permet d'éteindre un éventuel départ de feu dans les charpentes en bois. On a par exemple complètement reconçu un PC de sécurité incendie qui donne une surveillance et une détection au plus vite de tout incident qui pourrait compromettre la cathédrale. Notre-Dame de Paris, en fait, c'est du bois, du verre, du fer, mais c'est aussi de la pierre. Il fallait qu'on ait des gisements de pierre suffisants pour répondre aux besoins de reconstruction des parties endommagées de la cathédrale, ce qui n'était pas gagné. Il fallait plus de 2000 mètres cubes en tout cas. D'autre part, il fallait trouver des pierres qui aient des caractéristiques de dureté, de poids, compatibles avec leur emploi, c'est-à-dire des pierres dures pour les murs qui supportaient les charpentes, pour les arcs qui supportaient les voûtins, et des pierres parfois plus tendres, notamment pour la reconstitution des voûtes. Grâce aux études menées par le Bureau de recherche géologique et minière, l'établissement public a identifié 9 carrières de calcaire lutétien, similaires à celles utilisées par les bâtisseurs du Moyen-Âge. Ces roches sont les seules à disposer de la dureté indispensable à la reconstruction des voûtes de la croisée du transept. Ce sont des carrières qui ont des passages coquillés et des passages qui sont beaucoup plus homogènes et denses, ce qui donne une pierre avec un faciès assez vivant, légèrement ocré, qui est très belle, et en fait, dont on trouvait dans la cathédrale déjà beaucoup d'exemples, compris sur des parties moulurées, sculptées, des gargouilles, etc. Alors que sur la carrière, les blocs sont lavés, donc débités sur de petites épaisseurs, en atelier, elles sont dégraissées, taillées pour devenir des pierres de parement, de soutènement ou capables d'accueillir des sculptures. On imagine toujours une cathédrale avec des échafaudages, le tailleur de pierre, le sculpteur, tout ça, blotti entre 2 contreforts, etc. Ça donnait la loge. Et donc on a eu besoin aussi de créer un lieu protégé des intempéries, mais proche de la cathédrale, un lieu qui est extraordinaire. C'était presque une caverne d'Ali Baba, ça s'appelle la loge des sculpteurs. Ça foisonnait de plâtre, d'essais de plâtre, de bouts de sculpture, de copies, c'était magnifique. Et cette loge-là a vraiment été un lieu de compréhension, d'appréhension de la cathédrale. Imaginons une gargouille où il manque la tête, par exemple. On va recréer la tête. Donc le modelage, c'est le fait de refaire, de resculpter la tête, un peu comme si on prenait de la pâte à modeler et on créait un visage, en fait. On part d'un dessin, on propose quelque chose à la maîtrise d'œuvre, et une fois que le dessin a été approuvé, on peut commencer par une maquette. Pour Notre-Dame, on a la chance d'avoir tous les cahiers de Viollet-le-Duc où tous les motifs sculptés sont dessinés. Les chimères, les frises feuillagées. On ne recrée rien, en fait, on interprète juste des éléments dans l'histoire du bâtiment. On est dans la restauration, donc on va forcément refaire quelque chose qui était présent.
Et si toutes les traces ont disparu, on va s'inspirer de tout ce qu'il y a autour. Comme s'il y avait Viollet-le-Duc derrière notre épaule qui nous dit « Tiens, il faut que tu fasses plus comme ça, comme ça ». En cours de modelage, quand on avance à tâtons, il y a des échanges qui se font entre le sculpteur et l'architecte, et donc ça peut être une affaire de goût, une affaire de style, mais ça peut être aussi une affaire de « non, tu vois, sur la photo, moi je le vois plutôt comme ça ». Si vraiment on partait de là, et puis que, bon, il faut lui redresser la tête, pourquoi les oreilles avaient dans ce sens-là, alors que ce qui aurait pu y ressembler, c'est de les mettre dans l'autre sens? Oui, on peut. Les mettre plus dans ce sens-là, parce que là, on part en arrière alors qu'ils étaient en avant. On peut essayer, mais je suis pas tout à fait sûre. Pour faire passer tes oreilles devant et les décoller des arcades sourcilières, parce que oui, ce sont des arcades sourcilières. Enfin, si on peut dire. Ok. Oh, ça va être très beau. Très beau. Une fois qu'on a validé ce truc-là, on avait le bloc qu'on allait chercher en carrière, qui est un bloc capable, c'est-à-dire un bloc qui est capable de recevoir toute la sculpture en un seul bloc. Donc c'est des monstres. On doit refaire une copie conforme. Je vous parle, c'est au millimètre près. Là, on utilise une croix de mise au point. On va partir de 3 points de référence qui vont être les mêmes sur le modèle et sur la pierre, pour avoir les mêmes profondeurs. Les outils n'ont pas changé depuis des siècles, en gros. Alors ça s'est modernisé, puisqu'on a des outils pneumatiques, mais on a les mêmes sensations que si on avait le ciseau manuel et la massette traditionnelle. Dans l'iconographie chrétienne, le pélican qui nourrit ses petits rejetons, c'est le symbole de la charité, c'est le Christ qui donne son sang pour sauver l'humanité. Là, on a travaillé en particulier sur le nid, sur les petits pélicans. Refaire des chimères de Viollet-le-Duc. C'est un truc, mais on ne fait pas ça tout le temps dans sa carrière. J'étais énormément à la loge. J'ai passé beaucoup de temps à la loge. Après, j'avais mes petits moments privilégiés le soir quand je débauchais. Bon, je mettais la musique dans les oreilles et puis on flâne, on se laisse aller. Et, je voyais le travail des autres corps de métier où là, on découvre. Pourtant, on est du bâtiment, des couvreurs, on en voit, des charpentiers, on en voit sur d'autres chantiers. Mais là, on est dans l'excellence. C'était des moments privilégiés. Je les aurais plus jamais et je les regrette un peu des fois. S'il n'y a pas de vitraux dans une cathédrale, il n'y a pas Dieu. C'est un peu le tabernacle de l'architecture. Le vitrail, il va apporter quelque chose à la spiritualité des gens. C'est comme évident quand le vitrail est dans l'église, mais alors quand il y est plus, d'un coup ça devient un élément totalement matériel dont l'aspect spirituel n'a plus aucun intérêt. En règle générale, dans un chantier normal, un vitrail il se dépose avant l'arrivée des autres entreprises et il se repose à la fin quand les maçons ont fini leur dernière couche de travail. Là, à Notre-Dame, on est arrivé avant tout le monde, certes, mais on a reposé aussi avant tout le monde. Il fallait faire corps avec la grue qui passe au-dessus de nous, le maçon, le couvreur, le charpentier, tout, il fallait tout anticiper.
quand on a posé la Vierge Marie en dernier dans le chœur pour clôturer le chœur, ça c'était fou. Parce qu'une cathédrale, c'est à la fois le siège de l'évêque, mais c'est aussi le siège du saint ou de la sainte qu'on lui a donné. Et la reposer dans Notre-Dame, c'est dire c'est bon, c'est bientôt fini, c'est chez toi, on te remet là et tu réapparais chez toi, quoi. Et ça, c'était fou. Habituellement, on ne dépose pas comme ça tout un programme, tout le chœur, toute la nef, les transepts, en une seule fois. Donc là, ça a été presque bénéfique pour ces vitraux, puisqu'ils ont été restaurés dans leur entièreté, dans toute leur unité. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. T'as retiré les clavettes ou pas? Non. Je pense que la pire peur maintenant, c'est de se dire, on espère vraiment que les architectes n'ont pas cru que c'était un timing normal. Parce que plus jamais, enfin vraiment, il faut plus jamais faire ça. On a vraiment réussi à répondre aux problématiques de temps et de qualité, mais parce que c'était une fois l'effort de guerre, une fois, pas d'autres. Alors là, on regarde, c'est droit. Là, actuellement, il y a encore les échafaudages dans l'édifice, donc on se sent encore un peu proche de Notre-Dame, mais je pense que dès qu'elle va réouvrir, il va y avoir une forte émotion, un moment qui va être assez particulier parce qu'on va enfin la laisser vivre de ses propres ailes. Jusque-là, on l'a encore en privé, un peu à nous. L'objectif de cette restauration, c'était véritablement de retrouver le son tel qu'il existait avant l'incendie. Dans le vocabulaire du facteur d'orgue, il y a beaucoup de termes qui sont empruntés au corps humain. Par exemple, dans un tuyau, on va parler du corps, du pied, on va parler de la bouche, des oreilles, des dents. Et c'est vrai que le facteur d'orgue, il va avoir un contact presque charnel avec l'instrument qu'il est en train soit de construire, soit de restaurer. La flèche, aujourd'hui, telle qu'elle est reconstruite, c'est la flèche de Viollet-le-Duc. On dit la flèche de Viollet-le-Duc, mais en fait, c'est la flèche de 3 personnes. C'est Viollet-le-Duc, l'architecte, c'est Bellu, l'entreprise de charpente, et c'est Georges, qui était le gâcheur. Le gâcheur, en fait, c'est le responsable qui garantit que toutes les pièces soient parfaitement au bon endroit, parfaitement assemblées. Et donc, le gâcheur Notre-Dame, donc Georges, son petit surnom chez les charpentiers, c'était Georges, l'enfant du génie. C'est celle-ci, je regarde. Donc Patrick Jouenne, gâcheur de la flèche de Notre-Dame, charpentier. Que ce soit au 19e ou aujourd'hui, on ne peut pas construire cette flèche si on ne maîtrise pas l'art du trait traditionnel des charpentiers. Il faut s'imaginer toute la charpente en 3 dimensions, finie, alors que vous ne l'avez pas en face de vous. La flèche de Notre-Dame est un chef-d'œuvre architectural. Sa charpente, faite de bois de chêne, est chevillée et boulonnée en métal. Entièrement recouverte de plomb, elle culmine à 96 mètres de hauteur.
Pour reconstruire la flèche, on avait un volume de bois phénoménal à sortir en très peu de temps. Ça aurait été possible à la hache, mais là, sous Vieux-Duc, c'était déjà du bois débité mécaniquement. La charpente de la flèche a été faite en bois vert, comme tout le reste de la charpente. Elle fera un poids de 400 tonnes. Mais dans 40 ans, elle fera environ 130 tonnes de moins. Elle fera un poids inférieur parce que le bois aura séché. Et donc, comme il y a un gros volume de bois, donc il y a un gros volume d'eau qui va s'évaporer sur une durée de 40 ans environ. Il y a eu un travail colossal de nos ingénieurs pour calculer la charpente suivant la nature des bois, suivant leur taux d'humidité, comment elle va se comporter au fur et à mesure des années avec le séchage. Est-ce qu'il pourrait y avoir des jeux qui se créent sur les assemblages? Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres conséquences? Et essayer justement de pallier à ces conséquences pour s'assurer que la flèche se comporte le mieux possible à l'instant T aujourd'hui au moment de sa construction, mais dans les décennies et les siècles à venir. La flèche de Viollet-le-Duc, avant qu'elle ne brûle, était déjà une référence dans la profession des charpentiers. C'était un ouvrage qui était visité, qui était étudié, analysé. Quand on taille une charpente, on la taille ce qu'on appelle sur épure. Une épure, c'est le tracé au réel des bois au sol. Et donc on crée des plans. Et il y a plusieurs plans qui vont s'entrecroiser les uns les autres. Et on vient les coucher au sol, les rabattre. Chaque pièce a un endroit bien précis dans une charpente. Et du coup, au pied de chaque pièce, on va réaliser une petite marque avec des noms un peu bizarres, qui vont être franc, contre-marque, pas de doigt, langue de vipère. Et ça nous permet de définir, quand on va lever les bois, où est-ce qu'ils vont se situer dans la charpente. Ce marquage, c'est un héritage des bâtisseurs de cathédrales. Depuis plusieurs siècles, les charpentiers réalisent leur marquage de charpente suivant cet alphabet connu. Pour essayer d'expliquer un peu l'une des complexités du remontage de la flèche, je pense qu'il faut partir de l'échafaudage qui sert à remonter cette charpente, puisque l'échafaudage, il part de l'intérieur de la cathédrale. L'échafaudage de la flèche, il a ça de très particulier, c'est qu'il part depuis le sol et il montait à 100 mètres au-dessus. Et donc ça représentait 600 tonnes de tubes d'échafaudage. Donc il a fallu qu'on sache un petit peu sur quoi on s'appuyait. Alors on sait par expérience qu'une cathédrale renferme un certain nombre de sépultures. Donc des sépultures, c'est des creux, c'est des vides. Et dans le carré de la croisée, sous un sol qui avait été fait au XVIIIe siècle, on a commencé à sortir des sarcophages. Certains étaient en plomb, d'autres étaient en pierre. Et puis on a trouvé, et là j'ai commencé à me dire, ah là ça risque d'être intéressant, on a trouvé un cercueil en plomb dans l'axe du chœur, et qui s'est avéré être la tombe du chanoine de la Porte, qu'on voit représenté dans différentes peintures. En plus du cercueil du chanoine de la Porte, on a retrouvé les vestiges du jubé du XIIIe siècle qui fermait le chœur, qui était très riche au niveau de décor. On a trouvé des têtes, des corps, de la polychromie dessus, avec des fleurs de lys dorées, des fonds bleus, des carnations, des yeux, enfin, truc extraordinaire. Au XVIIIe et au XIXe siècle, le style gothique n'est plus en odeur de sainteté. Dans les cathédrales, pour mieux rapprocher les officiants des fidèles, les chanoines restructurent le chœur et mettent à terre ses tribunes. À Notre-Dame, le jubé est détruit au XVIIIe siècle. Néanmoins, ces vestiges sont enterrés à même le sol.
peut-être parce qu'il revêtait un caractère sacré. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que, décidément, Notre-Dame de Paris avait encore tellement de choses à donner et à offrir. Ces découvertes, si exceptionnelles soient-elles, ne sauraient faire attendre le chantier de Notre-Dame. Alors évidemment, les archéologues aujourd'hui paraissent frustrés parce qu'ils auraient bien aimé aller au-delà, mais moi j'avais besoin juste d'une zone. Et bien les archéologues, il faut qu'ils en laissent aux autres. Et donc on a encore laissé, probablement sous le sol du chœur cette fois, d'autres vestiges correspondant au jubé. Ce qui a été validé, c'est de reconstruire la cathédrale et l'identique. Donc l'identique, c'est de retrouver justement sur chaque secteur de la cathédrale les techniques employées. Et donc on retrouve des techniques plutôt médiévales sur le chœur et sur la nef, au contraire de la croisée du transept qui, elle, est issue d'une restauration de l'époque de Viollet-le-Duc, et donc avec des techniques plus contemporaines. Les cintres sont des éléments qui servent de support, de gabarit, de soutien pour reconstruire la voûte en pierre, le temps que l'ensemble des pierres se rejoignent avec soit une clé de voûte, soit là, un anneau de compression, et en tout état de cause qu'il y ait le jeu des efforts qui viennent s'équilibrer. L'Oculus avait des dimensions bien particulières, dont on avait exactement les cotes, puisqu'on disposait des plans de Viollet-le-Duc, ce qu'on appelle les attachements figurés. Donc on a repris les cotes, on a revérifié par rapport aux archives qu'on avait, aux photographies. Puis ensuite, il y avait une part de sculpture, c'est-à-dire qu'il y avait 4 angelots qui dataient du XVIIIe siècle, donc c'est des petits angelots frisés avec des petites pommettes rieuses et ingrassouillettes, comme on les aimait au XVIIIe. Donc pour les anges de l'anneau de compression, on avait retrouvé 2 des anges par miracle qui étaient tombés de 40 et quelques mètres. Et à partir de ces 2 anges-là, qui sont du 18e, on a dû recréer les 2 inexistants. On s'est inspiré des 2 têtes et on a fabriqué 2 autres têtes différentes en changeant la coiffure, en changeant l'expression des yeux ou de la bouche. Et ensuite, on a pu bâtir cet oculus, donc posé sur les cintres. On les a scellés et ensuite on a monté l'échafaudage de la flèche. Tous les échafaudages au-dessus de la voûte de la croisée, ce qui a été très complexe, c'est la charpente va se monter en même temps. C'est de se dire, ben là, il ne faut pas que mon poteau il touche le bout de bois là, il ne faut pas qu'il touche le bout de charpente là, il ne faut pas qu'il touche le bout de charpente là. Donc vous faites toute une conception pour que vous n'ayez aucun poteau qui part de votre base, n'aille toucher la charpente et n'aille embêter les charpentiers. Et ça a été très 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 compliqué. Surtout que là-dedans, il fallait en plus incorporer, vous imaginez, un ascenseur, une sapine de levage. Vous imaginez un ascenseur qui traverse la charpente qui va être mise en place. Vous avez intérêt à ne pas vous tromper, hein, parce que si c'est en place et que la charpente, elle bouge de 2 cm ou 3 cm, vous avez l'ascenseur qui tape dedans. Il faut s'imaginer que vous avez un fût qui monte de la croisée, comme un noyau central, hein, comme une fusée. Fusée ou un avion, si vous voulez, le fuselage d'un avion est sorti du haut de la croisée, comme si vous aviez des ailes. Et donc, s'il y avait du vent, eh ben, ça devait appuyer d'un côté, appuyer de l'autre. Donc en fait, vous aviez un échafaudage autostable, c'est-à-dire qu'il devait tenir au vent, sauf que quand il bouge, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas qu'il parte non plus. Hein. La tour Eiffel bouge. Hein. Mais on ne devait pas dépasser 40 tonnes par mur en appui à cause du vent. Après, vous avez toutes les adaptations qui arrivent au moment du montage. On n'est pas des architectes, parce qu'on est plutôt des monteurs de l'éphémère, des concepteurs de structures éphémères. Mais forcément, jamais reconnus, quoi.
Quand Notre-Dame sera finie, comme tout autre édifice, vous ne verrez plus d'échafaudage. Donc on ne saura pas qu'il y a eu de l'échafaudage. Vous verrez toujours la pierre, vous verrez la couverture. Je dirais que le charpentier a un peu le même problème aussi. On ne verra jamais ce qu'il a réalisé et sa charpente, elle est cachée sous les couvertures. Et donc nous, on est un peu pareil. Il n'y aura plus rien, nous, on ne sera plus là. On ne verra pas ce qu'on a réalisé. Chaque femme, chaque homme de cette aventure a été nécessaire. Et donc l'ensemble des équipes qui ont travaillé à Notre-Dame ont formé un tout organique. Et je crois que ces 5 années sont à cet égard un trésor en soi. Pour le vent, c'est toujours OK pour le moment? Ça va pas changer d'ici une demi-heure? Parfait. Les fermes de la Charpente font une entrée majestueuse dans la capitale, en s'offrant une croisière sur la Seine, pour des raisons d'encombrement comme de responsabilité environnementale. Il y aura Jérémy et David à gauche et à droite pour guider. Oscar, Mathilda et Martin, c'est dans l'échafaudage. C'est vous qui allez guider la ferme jusqu'ici. Donc on va la réceptionner au cœur. Au cœur, on l'oriente correctement. Le marquage sera toujours apparent. C'est ça. Et puis ça va venir se glisser comme ça. C'est une opération particulière, on ne fait pas ça tous les jours. On ne lève pas 6 tonnes tous les jours de charpente en plein centre de Paris. On est tous prêts, on a tous notre poste. Mais donc ma question, c'est de savoir si c'est prêt à lever, quoi. OK. Éléments essentiels à la reconstruction de Notre-Dame, ces assemblages en bois forment l'ossature triangulaire de la charpente. Vous voyez le marquage là? Ouais, il est là-bas, on peut voir, là, elle est censée venir comme ça. Voilà, faire longer l'échafaudage du cœur. Qui rentre encore un peu ton chariot pour être dans l'axe. Impeccable. Parfait. Tu vas pouvoir continuer le long de l'échafaudage et on va la trimballer comme ça. Tout doucement, tout doucement. Ok, stop. Stop. Vas-y Jérémy, lâche. Impeccable. Tu remontes au-dessus et tu gères l'assemblage du fêtage. La clôture de chœur qui était là pour clore le chœur qui était réservé aux chanoines. C'est comme une sorte de mur qui permet d'isoler la partie sacrée de la partie profane de l'église. Et cette clôture du chœur, elle a été sculptée au XIVe siècle et ensuite beaucoup remaniée à l'époque de Viollet-le-Duc. La partie inférieure, elle est composée de plusieurs arcatures avec les blasons et les inscriptions des archevêques de Notre-Dame de Paris. Et donc la partie supérieure est plus narrative et a vocation de raconter la vie du Christ. La clôture de chœur était en première ligne puisqu'elle est assez proche de l'endroit où la flèche est tombée. Elle était dans un état d'encrassement assez fort. On s'est mis d'accord sur un nettoyage pour enlever les dommages liés à l'incendie et à l'encrassement du passé. La vie dans une cathédrale, des cierges, des fumées, du passage. Et ensuite, on a eu un travail de restauration du support, donc de reconstitution des manques dans la sculpture, et un travail de réintégration chromatique.
Nous avions des dessins de la clôture de chœur où l'on pouvait voir les éléments manquants. Mais les manques étaient quand même extrêmement peu nombreux dans l'ensemble de cette clôture, pour la simple et bonne raison que Viollet-le-Duc les a déjà restitués. Les artisans du Moyen-Âge ont sculpté directement les éléments dans la pierre et les ont ensuite enduits puis peints. Donc on est sur une couche picturale qui est à l'huile. Et nous, on restaure la couche picturale qui date du 19e siècle. On est face à des éléments pratiquement grandeur nature qui nous regardent, qui sont face à nous. Quand on travaille longtemps sur une œuvre comme celle-ci, on s'imprègne des personnages et il y a presque une forme d'intimité qui se crée. On s'attache particulièrement à des éléments plus qu'à d'autres. Mais il ne faut pas oublier qu'on travaille sur un ensemble et que c'est ça qui prime au final. Il faut prendre un petit peu de recul et toujours élargir sa focale et regarder l'œuvre dans sa globalité. Une fois qu'on a taillé les pièces de la flèche en atelier, on a réalisé des montages à blanc. Et tout l'intérêt du montage à blanc, il est là, c'est de s'assurer que les plans entre eux vont réussir parfaitement à s'imbriquer les uns dans les autres. C'est juste une confirmation, c'est aussi une répétition générale dans des conditions qui sont plus favorables dans un atelier ou en extérieur d'un atelier que à 50 mètres de haut en plein milieu de Paris. Par tronçon, on va assembler les éléments de la souche, on va assembler le fût, on va assembler des secteurs comme ça bien définis. On ne va pas rassembler tout l'ensemble d'un seul coup, puisque le délai étant tellement court que quand on a fini d'assembler à blanc la souche, qu'on la dépose, les pièces sont immédiatement transportées à Notre-Dame et on a des équipes qui sont à Notre-Dame pour réaliser la pose, pendant qu'on a des équipes qui sont en Lorraine pour continuer la taille et les assemblages à blanc des parties supérieures. Donc il y a une superposition de tâches qui est poussée un petit peu à l'extrême. Sitôt arrivés, les éléments de la flèche sont hissés au moyen de grues gigantesques. Au nombre de 7, la plus impressionnante, capable d'emporter 8 tonnes de charge, pointe à 80 mètres de hauteur dans le ciel de Paris. Cette flèche, c'est un ouvrage absolument exceptionnel en charpente. Elle se trouve non pas sur un rectangle, mais sur un quadrilatère, donc en fait c'est 4 côtés irréguliers. Il n'y a pas de côté pareil. Ça va induire des jeux géométriques d'une complexité infinie. Et donc cette complexité, elle est liée aussi à la conception d'une flèche qui est extrêmement ancrée, comme la racine d'un arbre, le plus profondément possible dans la cathédrale, et pour pouvoir faire émerger l'aiguille de la flèche du toit. La flèche de Viollet-le-Duc a été montée avec les mêmes étapes que nous, puisqu'on a respecté absolument les dimensions des pièces et les assemblages là où elles étaient. Au fur et à mesure du montage, c'est un travail successif qui est mis en place. On remonte des pièces de charpente, on remonte de l'échafaudage, on remonte des pièces de charpente, et ainsi de suite.
Il a fallu avoir une coopération très très forte avec les échafaudeurs, puisque sans eux, on n'aurait rien pu faire. Il fallait à chaque fois réussir à s'approcher au plus près des bois et qu'on réussisse à travailler en même temps en se chevauchant. Si on n'avait pas pu accéder, en fait, tout simplement à la hauteur, on n'aurait pas pu envoyer les bois. Voilà, proche. Bonjour Patrick. Vous allez bien? Bonjour. Il faut la faire bouger un peu. C'est rien, les gars. C'est pris la tête sur quelques incendies, un petit peu, ouais. Combien de versions sur certains? Échafaudeur, c'est nous là. On est des héros. Mais tous, on est tous des héros. Toutes les œuvres qui étaient sorties de la cathédrale devaient rentrer dans la cathédrale. La première semaine après l'incendie de Notre-Dame, 22 tableaux de la cathédrale ont été mis en lieu sûr. Parmi ces œuvres, les plus célèbres d'entre elles sont appelées les mets. Les mets de Notre-Dame, c'est une chose importante pour l'histoire de l'art parce que ces tableaux ont été réalisés par les grands maîtres du XVIIe siècle, les peintres qui étaient les plus reconnus à cette période-là. Ces tableaux ne présentaient pas des problématiques de tableaux qui ont subi un incendie, mais plutôt les problématiques assez classiques de tableaux d'église, de peintures anciennes. Les vernis ont jauni, les repeints sont devenus ternes. Donc il s'agissait finalement d'une restauration plutôt classique, mais dans un contexte un peu particulier. L'un des tableaux sur lequel nous avons travaillé est une œuvre de Louis Testelin qui s'intitule « La flagellation de Saint Paul et Saint Silas » et qui représente donc une scène de martyre tirée des Actes des Apôtres. C'est une œuvre qui était dans un assez mauvais état. Il a donc été nécessaire de faire ce qu'on appelle une restauration fondamentale de la couche picturale et du support. Sur certains des tableaux de Notre-Dame, nous avons dû reprendre des rentoilages, c'est-à-dire des consolidations anciennes de la toile qui étaient trop faibles et qui ont dû être changées par des nouveaux matériaux. La restauration que nous avons faite, ce n'est qu'une phase, qu'un segment dans la vie de l'œuvre, parce que nous savons très bien que notre travail n'a qu'un temps et qui sera renouvelé, repris par nos successeurs. On peut nous considérer un petit peu comme les médecins des œuvres d'art, parce qu'effectivement, on doit faire une sorte de diagnostic, c'est-à-dire évaluer les altérations, comprendre quelle en est la cause, et puis trouver des solutions à ces altérations pour pouvoir stabiliser et permettre à l'œuvre de continuer sa vie d'œuvre d'art en quelque sorte. La flèche pointe maintenant dans le ciel de Paris. Mais il manque encore à la grande dame une pièce maîtresse, sa fameuse forêt. Le temps est désormais compté. Dans quelques mois, la cathédrale sera rendue au culte et à la visite. La charpente s'appelait la forêt, parce qu'en fait, quand vous rentriez dans ces charpentes, et là on a même effet aujourd'hui quand on rentre dans les charpentes restaurées, il y avait une densité de bois extrêmement impressionnante, qui donne du coup l'impression de rentrer dans une forêt avec un couvert forestier, avec vraiment les premières branches d'arbres qu'on a juste au-dessus de la tête. Les bâtisseurs doivent beaucoup aux forêts pour la symbolique qu'il y a de rentrer dans un espace sacré. La forêt nous protège, Notre-Dame nous protège.
De dimension démesurée, 15 mètres de large sur 12 mètres de haut, chaque ferme pèse 7 tonnes. D'une longueur de 100 mètres, la forêt de Notre-Dame est composée de 35 fermes, 22 demi-fermes et une abside de forme semi-circulaire. On est à peu près à 40 mètres de haut. Quand en plus on avançait vers l'abside, on n'avait rien, c'était le vide. Donc au fur et à mesure qu'on avançait, on aurait pu en fait jamais s'arrêter. On sent un peu comme les régisseurs en fond de scène qui préparent tout ce que personne ne voit, mais qui ont accès directement à presque la première place pour voir des choses. Une fois tout recouvert, plus personne ne pourra voir ce qu'on a pu voir. On prend toujours un moment, on regarde l'horizon et puis on se pose. Juste se poser, même sans rien penser, ça fait un bien fou. Quand on traverse la nef, quand on va à la croisée des transepts, puis on rentre dans le chœur et on va jusqu'au fond, dans l'abside, il y a quelque chose de très poétique. On sent qu'il y a beaucoup de mains qui sont passées, il y a eu des larmes, il y a eu du sang. On s'est éclaté les mains sur des morceaux. Stop. Il y a encore 4 cm à venir. Vous voyez ? On restitue une charpente médiévale authentique, au sens où c'est le même matériau, les mêmes techniques, les mêmes gestes qui ont été mis en œuvre, sauf que le bois il a été mis en œuvre au XXIe siècle, alors que celui d'avant il avait été mis en œuvre au XIIIe siècle. Mais c'est exactement la même charpente, en tout point. Donc ça, on l'avait jamais fait avant dans les restaurations des monuments historiques. La cérémonie du bouquet, pour nous, charpentiers, c'est le moment où on finalise notre intervention, on croche le bouquet en haut de la charpente. C'est pour porter bonheur à l'établissement ou à la personne qui va y vivre. C'est aussi le fait que le temps que le bouquet sèche, ça veut dire que la charpente est réceptionnable par les couvreurs qui, eux, l'enlèvent après. C'est un peu le clap de fin, c'est se dire en plus une aventure comme ça, on part pas comme ça du chantier en se disant salut et puis à la prochaine. Faut marquer le coup. Après avoir patienté bien à l'abri de la loge de pierre, les chimères et les gargouilles profiteront de la même vue sur Paris que les compagnons. De la galerie qui leur est dédiée, telles des sentinelles, elles veilleront sur la cathédrale Notre-Dame. L'art du couvreur aujourd'hui, c'est savoir rendre un toit étanche en prenant en compte la dilatation, le mouvement que va avoir la pièce, mais aussi en rendant le toit esthétique, parce que ça a quand même une partie qui est importante d'avoir un joli toit. D'ailleurs, quand on regarde un bâtiment, on dit jamais « mais quelle belle charpente », on dit toujours « mais quelle belle couverture ». Là aujourd'hui, la couverture est refaite à l'identique. Mais à l'identique de chez identique pour le visuel des communs des mortels. La couverture est intégralement en plomb. L'avantage qu'on a à utiliser du plomb, c'est sa durée de vie. On considère que sa durée de vie équivaut à 1 mm pour 100 ans. Là aujourd'hui sur Notre-Dame, on pose un plomb qui est d'une épaisseur de 3 mm et demi. Alors je ne vais pas dire qu'elle va durer 350 ans parce que forcément il y a des endroits où on l'affine. Quand on a de certains angles ou certaines pièces d'art,
On va un peu plus le travailler, donc il va s'affaiblir, mais on peut garantir le toit facilement 200 ans. À l'inverse, le cuivre, on peut parler plus d'1 siècle, et le zinc de 40 à 70 ans. Le plomb reste un matériau noble, très malléable, et c'est le seul métal aujourd'hui à être 100% recyclable. Tout le plomb qu'on démonte sur Paris, on le stocke, on le conditionne pour qu'il soit refondu et il puisse retourner sur les toits. Traditionnellement à Paris, on a une simple agrafe, donc je fais un pli, et je l'agrafe. Ma spécialité aujourd'hui, moi, c'est de le plier de manière double. C'est-à-dire qu'ensuite, l'avoir plié une fois, il faut que je le replie une fois. Donc c'est ce qu'on appelle une couverture joint debout. Donc c'est une couverture qui est un réel origami. Et ça, c'est mon dada. J'aime ajuster, fignoler, créer. Donc nous sommes un métier d'art. Les cloches de Notre-Dame sont en train de revenir. C'est une grande joie. C'est impressionnant de voir cet art campanaire qui a su créer puis restaurer ces cloches et les remettre de façon à ce que la joie et aussi la peine et la souffrance puissent être exprimées par elle dans les moments à la fois de liturgie, mais aussi parfois les grands moments de l'histoire de Paris et de la France. Les cloches sont faites pour signifier beaucoup des sentiments qui habitent le cœur de l'homme, comme la musique chantée, comme la musique instrumentale. Donc à la fois les grandes volées qui disent beaucoup la joie, et puis parfois le bourdon et le glas pour dire la profondeur de la tristesse. La restauration touche bientôt à sa fin. Notre-Dame sera bel et bien ressuscitée. La voûte de la croisée, c'est à la fois symbolique et en même temps c'était quand même un gros ouvrage technique, puisque l'oculus est à 40 cm pratiquement sous la charpente. On a refait en fait un travail tout à fait médiéval et le même que celui de Viollet-le-Duc, puisque Viollet-le-Duc avait déposé cette voûte, nous on la remonte également. 5 ans que les bâtisseurs de Notre-Dame attendaient ce moment. La fermeture de la voûte de la croisée du transept. On est venu placer chaque voûtin en maçonnerie, en pierre, déjà pré-taillé, et ensuite on a assemblé les voûtins sur un coffrage. Et c'est un travail tout à fait traditionnel, et il y a toujours l'émotion, c'est lorsqu'on ferme le dernier voûtin et qu'on pose la dernière pierre. L'édifice peut enfin recevoir la dernière pierre. Bonjour. Bon moment. L'intérieur de la cathédrale retrouve son aspect originel. Quand on était à la croisée du transept, à 35 mètres de hauteur, 40 mètres de hauteur, on mesurait l'audace de ces constructeurs du début du XIIIe siècle qui ont imaginé faire aussi grand et aussi haut. Ils n'avaient pas de grue, ils n'avaient pas nos échafaudages d'aujourd'hui, et pourtant ils ont osé et ils ont réussi. Donc ces travaux m'ont permis de mesurer
le génie des bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge. Lorsque l'orgue a à nouveau résonné dans la cathédrale, quand on a commencé les travaux d'harmonisation et d'accord, c'était un moment de grande émotion. C'est au cœur de la nuit, dans le silence de la nuit, que le facteur d'orgue va chercher le calme et la concentration nécessaires pour faire les opérations d'harmonie. Trop faible? Quand on fait l'harmonie d'un orgue, nous sommes souvent deux. Parce que quand on est dans l'orgue, on n'entend pas exactement la vérité. Ouais. Pour avoir le son vrai, il faut prendre en compte la nef. Ils ne font plus qu'un, l'orgue et le lieu dans lequel il se trouve. C'est pas très beau. Si la pierre est sale, ça ne va pas sonner de la même manière que si elle a été nettoyée. Donc, ce qui serait très simple dans un laboratoire devient beaucoup plus compliqué dans un espace aussi vaste que Notre-Dame. Ah, c'est en bas? Ok. Donc on configure la position de chaque élément du tuyau pour qu'il parle bien. Il ne s'agit pas de le faire fonctionner. Fonctionner, ce serait une machine, mais là, il s'agit de le faire parler, de le rendre vivant. Un tuyau qui parle mal, c'est un petit peu comme un humain qui parle mal. C'est-à-dire qu'il va avoir un problème d'élocution. On va parler par exemple de lenteur. Le tuyau va mettre trop de temps à développer son timbre. Il va faire des trucs comme ça. Il peut être instable, c'est-à-dire vibrer tout seul. Il pourrait avoir un bout de la bouche écrasé. C'est exactement comme pour un humain. Si je appuie ici, je ne parle pas bien. Il est un petit peu plus sourd que les autres. Quand un tuyau parle mal, eh bien, c'est là que l'harmoniste intervient pour bien le faire parler. Ça peut être monter ou baisser le biseau, de ouvrir ou fermer le pied, de rééquilibrer les lèvres. Ouais. Et ensuite vient l'accord. Si on referme légèrement le haut du tuyau, le tuyau va sonner un petit peu plus grave. Si en revanche on l'ouvre un petit peu, il va sonner de façon un peu plus aiguë. Ce sont souvent des petites déformations infinitésimales pour qu'ils soient parfaitement accordés. C'est vrai qu'on pouvait craindre que l'orgue sonnerait différemment après la restauration de l'édifice. En réalité, la bonne surprise a été qu'on a véritablement retrouvé l'orgue tel qu'il était avant l'incendie. Que la cathédrale puisse retrouver sa vocation originelle, c'est une chance, c'est une joie immense, et c'est une profonde émotion. Cette émotion, elle a commencé lorsque l'archevêque a béni le coq. Premier acte liturgique, après l'incendie, l'archevêque bénit le coq qui va être mis en haut de la flèche. On a fait mettre dedans le nom de tous les artisans qui ont restauré cette cathédrale, mais pas seulement. Il contient lui également les reliques de l'ancien coq. Des reliques de Saint-Denis, de Sainte-Geneviève, des reliques de la Sainte-Croix. C'est Notre-Dame qui parle dans ce coq. Un jour, j'ai dessiné un coq avec des ailes en feu. Et la forme que je lui ai donnée, ça rappelait qu'il y avait eu un incendie le 15 avril 2019, que la cathédrale s'était redressée de ses cendres comme un phénix.
Avec l'achèvement de cette flèche et la pose de son coq et de la couverture en plomb avec la grande croix à la croupe, même s'il y a encore des échafaudages et des grues autour de la cathédrale, on retrouve enfin la silhouette si emblématique de Notre-Dame, ce vaisseau amarré à l'île de la Cité, avec ses 2 tours puissantes et cette flèche qui n'en finit pas. On retrouve cette belle silhouette qui nous a manqué pendant 5 ans. Mince, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait comme un petit Notre-Dame blues. On se retrouve désœuvré. C'est quand même beaucoup de pression, de stress. J'ai peut-être besoin un peu de calme après ça. Le après, ça va être comment on va gérer en fait cette dépression des équipes qui étaient engagées à 100% sur Notre-Dame. Quand on a passé 5 ans dans un endroit comme ça, on s'y est attaché. On a été chez soi pendant si longtemps, maintenant on n'y est plus vraiment. On a investi tellement de choses dedans que ça va être un moment assez fort de la laisser vivre maintenant. Et clairement, maintenant, on a une bande d'amis qui, je pense, on se quittera plus jamais. Enfin, c'est exceptionnel ce qu'on a créé ici. C'est quoi qui compte le plus? C'est les hommes. Si vous avez des hommes qui vous suivent, vous n'avez pas de problème. Donc qu'est-ce qui est le plus important? Les hommes et les femmes. Tu vois, on était dans la boue ensemble, dans la galère, dans le stress ensemble, et on a vraiment eu peur ensemble. Il n'y avait plus du tout de rivalité entre les hommes. Et c'est ça la plus belle aventure. Comme je dis à tout le monde, on a été bons. Ce chantier, ça a été aussi des sacrifices, un éloignement familial pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis, quand on revient, toute la famille est fière de nous. On a montré, je pense, au monde entier qu'on n'avait pas perdu nos savoir-faire. Il y a dans ces métiers de la main, dans ce savoir-faire, dans le beau geste, des femmes et des hommes qui, liés par un passé, une culture, une langue, une histoire, ont accompli des grandes choses ensemble et décident d'en accomplir de nouvelles. Notre-Dame rebâtie. On s'inscrit dans une lignée de bâtisseurs qui sont des anonymes. Ce qui restera des travaux de restauration 2019-2024, c'est cette cathédrale réouverte, c'est cette architecture relevée et restituée. Et ça nous suffit. Toujours la même histoire, il faut mettre les gens ensemble, les faire travailler ensemble et les diriger vers un objectif commun.